Bonsoir et bienvenue dans cette émission 1 heure de qui présentée par votre humble serviteur Freddy Maloba. Une fois de plus, nous sommes sur www.congonumber1.com, le site le plus populaire, 80 fois la Belgique. Nous remercions beaucoup. C'est lui qui est à la tête de Congo Number 1, le frère Blaise Manzambi ainsi que maman Lise Manzambi. Merci beaucoup puisque vous êtes tout le temps connectés sur ce site qui fait la fierté du Congo. Et ce soir, j'ai le plaisir dans cette émission de recevoir Monsieur Jean-Claude Angwalou. Je crois que j'ai bien prononcé les noms. Normalement, c'est Jean-Claude Angbalou, mais bon, Angbalou, ça passe. Ça passe. Voilà, monsieur Angwalou, je vous reçois pour ce livre que moi j'ai déjà lu, Comment bâtir un plan de développement en 3 dimensions, personnelles, professionnelles et spirituelles. Ouais. Votre œuvre. Ouais. Voilà. D'emblée déjà, moi, ce qui m'a plus impressionné, puisque vous êtes... vous remerciez d'abord seulement votre maman. Ouais. Puisque, vous savez, nous ne pouvons pas venir au monde sans pour autant avoir une maman. Le papa, on ne le connaît pas toujours. Mais la maman, on sait que celle-là, c'est ma mère. Donc pour cela, je remercie ma mère. Voilà, Monsieur Jean-Claude Angwalou, comment bâtir un plan de développement en 3 dimensions, personnelles, professionnelles et spirituelles. Ben, alors là, quand j'ai lu le livre, j'ai l'impression que vous êtes plus focalisé, vous êtes plus chrétien dans le livre que quelqu'un qui n'a pas de croyance. Ok. J'aimerais juste donner une précision par rapport à ça. 90% des hommes à travers la planète croient en l'existence d'un Dieu. Ça peut être le Dieu des chrétiens ou le Dieu, n'importe quel autre Dieu. Mais 90% de personnes sur la planète croient en l'existence d'un Dieu. Donc pour moi, ce n'est pas étonnant puisque le Dieu en qui je crois, c'est le Dieu de la Bible. Donc je crois en Dieu et je sais que le Dieu qui est créateur de toutes choses, c'est lui qui nous donne les capacités, les dons, les talents. C'est pour cela je essaie un peu de recadrer mon livre par rapport à ma foi chrétienne et mélanger avec la dimension professionnelle. Et nous allons voir tout au long de l'interview. Ouais. Mais alors, étant chrétien, puisque moi aussi je le suis, excusez-moi peut-être de le dire devant la caméra comme ça, ben, l'homme, la Bible nous dit que l'homme est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit, et vous l'avez dit même aussi dans le livre, mais le titre de votre ouvrage exclut un point, ou exclut 2 points, vous dites les points de développement en 3 dimensions, personnelles, professionnelles et spirituelles. Et pourtant l'homme est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Donc c'est comme si vous n'avez pas touché le corps et l'âme. Donc voilà, donc pour répondre à cette question, l'homme a été créé à l'image des dieux. Et nous avons un esprit, nous avons un corps et une âme. Et quand je parle des 3 dimensions, en fait, dans la vie d'un homme, j'ai pris comme référence un passage dans la Bible, dans Jérémie 29, 11, qui nous dit: je connais le plan que j'ai formé pour toi ou pour vous, un plan de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Donc pour moi, je considère que la vie pratique d'un homme, en dehors du fait que nous sommes formés à l'image de Dieu, avec un corps, l'âme et l'esprit, nous avons une vie professionnelle, nous avons une vie où nous préparons un avenir, et nous avons aussi une vie où nous partageons avec les autres. Alors quand je dis la dimension personnelle, c'est-à-dire la dimension où je partage la vie avec une femme, avec les amis, avec les enfants, avec la famille, et je fais partie du monde. La dimension professionnelle, c'est que ma vie ne s'arrête pas seulement dans la vie personnelle. J'ai une vie professionnelle comme vous êtes monsieur le journaliste. Moi, je suis aussi un professionnel dans ma vie privée en tant qu'entrepreneur. Donc, il y a cette dimension-là aussi qui est à considérer. Mais au-dessus de tout ça, nous avons été créés à l'image des dieux. D'abord, nous sommes un être spirituel qui vit dans un corps et qui a une âme. C'est-à-dire que pour avoir une vie spirituelle épanouie, il faut que ma vie personnelle, avec ma femme, avec mes enfants, avec les amis, avec les gens avec qui je vis, soit aussi épanouie. Il faut que ma vie professionnelle aussi soit épanouie. Donc ma vie professionnelle, c'est la vie avec le travail, les activités que je fais. Donc quand je combine tout ça, donc on a le plan professionnel, le plan spirituel et le plan personnel. Voilà.
Donc c'est pour ça que j'ai parlé des 3 dimensions, personnelle, professionnelle et spirituelle. Et durant les livres, vous parlez du coaching. Vous expliquez quelque part que l'homme doit avoir quelqu'un pour le coacher dans la vie. Ouais. Alors, moi je me pose la question de savoir qui peut faire le coaching. Je tiens à préciser, il y a une différence à faire entre un coach, un conseiller et un mentor. Généralement, les gens qui nous conseillent, les conseillers, c'est des gens à qui on va poser une question ou demander conseil par rapport à un problème. Un mentor, généralement, c'est quelqu'un qui passe le plus longtemps possible avec vous. Un mentor peut aussi être un pasteur, ça peut être un grand frère, ça peut être un aîné ou un ami de la famille, quelqu'un avec qui vous avez une longue relation. Par contre, un coach, c'est quelqu'un qui intervient à un moment où vous ressentez le besoin de ressortir ce que vous avez. Le terme coaching vient du coach, et à l'origine c'était un coach sportif. Donc c'est un terme qui a été emprunté de l'anglais et ça a été généralement beaucoup plus utilisé dans la langue anglaise. Quand on parle du coaching, c'est normalement la personne qui est dans le besoin, qui éprouve le besoin d'améliorer ses performances, qui va voir le coach. Donc, le coach, comme le coach sportif, c'est quelqu'un qui intervient dans votre vie, sur votre demande, et le travail de coaching se fait souvent par des questions, des questionnements. Il vous pose des questions sur votre vie. Vous voyez que vous avez passé, admettons, 5 ans, tourné en rond, vous passez d'un travail vers un autre vers un autre, et finalement vous vous dites, mais tiens, je dois avoir quand même certaines capacités, certains dons naturels que je peux exploiter en ce moment-là. On vient voir le coach. Et le coach essaye de voir avec vous. Et généralement, le coach n'est pas spécialiste dans tous les domaines. Mais il peut vous amener à comprendre ce que vous avez déjà. Donc, en quelque sorte, c'est un révélateur de dons que vous avez. Dans le cas où ça ne passe pas, dans le cas Ouais, mais où ça vous êtes devait mal que passer. Non, ça ne devait que passer. Normalement, si le coach, il va cerner le problème. Puisque, admettons, je peux juste donner un exemple simple. Moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait business study, donc j'ai fait les finances, je fais la programmation, donc je suis un analyste programmeur. Et pendant mon premier travail, ici en Irlande, je suis tombé dans le domaine de médias. Et là, il y a un déclenchement. Je me suis retrouvé en fait que dans tout ce qui est design, graphisme, animation, vidéo, tout ce qui est médias, Tu te retrouves. je me retrouve. Et là, je me découvre. Alors, dès le moment où j'ai compris que j'avais cette capacité-là, dans tout ce qui est design, médias et tout ça, j'ai commencé maintenant à développer ça. Et pour le développer, il a fallu faire un parcours, rencontrer des gens, les gens qui m'ont aidé aussi. En quelque sorte, c'est des coachs qui ont été là pour m'encadrer, pour dire, bon voilà, regarde ce que tu as, est-ce que tu peux travailler dessus, tu peux travailler dans tel domaine. Et en évoluant en parallèle par rapport à ma vie professionnelle, puisque j'ai travaillé déjà dans une entreprise internationale ici, à Dublin. Donc, pendant que je travaillais dans le domaine qui était le mien, je développais aussi les dons naturels que j'avais déjà, qui sont dans le domaine de médias. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure que j'évoluais, j'ai commencé à évoluer vers le don naturel que j'avais. C'était quelque chose de naturel. Moi, je peux passer des journées entières en train d'écrire, en train de préparer un projet, en train de travailler une vidéo, en train de travailler du graphisme, de l'animation vidéo et tout ça. C'est une passion. Et dès le moment où on découvre la passion, et cette passion peut être transformée en fait en une activité professionnelle. C'est là le rôle du coach. Déceler ce que vous avez comme passion et qui est en réalité un don naturel que vous avez et vous amener à comprendre vraiment c'est ce que Dieu vous a donné. Là, rien que pour vous orienter, vous canalisez en fait. Vous voilà, c'est un révélateur de dons que vous avez déjà. Ah, ok. Alors, quelque part encore, j'ai lu, vous dites en réalité, le monde de l'entreprise fait appel à des pratiques comme le yoga et d'autres pratiques pour engager des cadres dans les entreprises. Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, puisque tout à l'heure, quand on a commencé, vous avez dit pourquoi est-ce que j'avais dirigé ce livre
vers une dimension spirituelle en me basant sur la Bible? Je pense que c'était la question dans le sens où est-ce que c'est seulement un livre pour les chrétiens? Donc j'ai dit cette dimension-là, c'est très facile maintenant, que ce soit à la télévision française ou n'importe quelle autre télévision, c'est très facile de parler du yoga par exemple, de parler de la méditation. Alors en réalité, ce sont des pratiques qui viennent des religions orientales. Donc si je parlais en fait j'ai donné cet exemple, c'est puisque ce sont des choses que nous voyons. Moi j'ai suivi un documentaire à la télé, c'était une chaîne de télévision française, où les chefs d'entreprise allaient chercher des voyants pour donner des prédictions sur des marchés boursiers, pour leur dire telle action va monter, telle autre action va diminuer. Et ça, on va au-delà du domaine purement professionnel. Ça, ce sont des pratiques, en réalité, un voyant, il ne fait pas 1 plus 1 égale 2. Voilà. Il fait intervenir le spirituel. C'est pour cela que j'ai dit que si le monde de l'entreprise aujourd'hui a commencé à comprendre que la dimension spirituelle, normalement, a une influence sur la dimension matérielle que nous avons. Donc, moi, en tant que croyant, je crois que Dieu, qui nous a créés, il nous a dotés des capacités. Et pourquoi je ne reviendrai pas vers Dieu? C'est pour ça que j'ai donné cet exemple. Si une entreprise va demander à un voyant, par exemple, tel ou tel entre X et Y, lequel a, par exemple, le profil spirituel qui est bien pour notre entreprise, ça se fait. Puisqu'il y a certains postes dans les entreprises, hein, il faut se le dire. On ne donne pas à n'importe qui. On ne donne pas n'importe qui. Il y a une dimension spirituelle qui compte. Admettons, je travaille dans une entreprise, on me dit, vous êtes stressé par exemple. On vous dit, bon voilà, on vous conseille d'aller voir un yogi par exemple pour faire des séances de yoga ou des méditations. Moi je dis, non, moi je ne fais pas le yoga, mais je médite la parole de Dieu. Le yoga n'est pas considéré dans une entreprise comme étant une dimension spirituelle. Mais il y a des gens qui rentrent dans la vie professionnelle, ils réussissent. Après, il y a un vide. Et on leur dit, bon voilà, s'il faut faire ça, écoutez, le yoga, c'est normal, c'est la relaxation et tout ça. Donc, on vient te présenter quelque chose qui est dans une dimension spirituelle, mais on te simplifie ça pour te faire rentrer ça dans la vie pratique. C'est comme ça qu'il y a maintenant des salles de séances de yoga. On ne dit pas que je vais dans une salle de prière, je vais juste pour pratiquer, comme un sport. Mais quel est le public que vous ciblez en écrivant ces livres? Puisque il est dit partout, presque dans le monde entier, que l'Africain ne lit pas. Bon, c'est bien de poser cette question. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux cacher un trésor à un Africain, il faut mettre ça dans un livre et puis il ne viendra pas le lire. Moi, je crois sincèrement que les Africains lisent. Puisque, je donne juste un exemple. Hein. Si vous voyez la plupart des gens, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens en Afrique, quand on leur pose des questions, ils vous donnent des versets bibliques avec des références. Donc, c'est des gens qui lisent. Donc, on ne peut pas dire que les Africains ne lisent pas. Ils lisent, puisque les Africains, ils savent reproduire ce qui est dans la Bible et ils vous bombardent avec des versets bibliques. Le problème que nous avons, c'est de savoir maintenant, qu'est-ce que je fais de ma lecture? Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que je fais des recherches par rapport à d'autres religions en écrivant ces livres? Oui, certainement. Puisque comment est-ce que je suis arrivé à comprendre ou à savoir qu'il y a des entreprises qui pratiquent par exemple le yoga, qui utilisent le yoga pour la relaxation et tout ça, pour relaxer, déstresser les cadres. Ça se fait. J'étais dans le monde de l'entreprise, je le sais, que ça se pratique. Ce sont des choses qui existent. Et je fais des recherches pour savoir le yoga, ça vient d'où? Quand on fait des recherches, vous allez sur Internet, vous pouvez taper sur Google, yoga, vous allez voir l'origine du yoga, c'est où? Est-ce que pensez-vous qu'un gourou peut influencer la vie professionnelle d'une personne? Un spécialiste du yoga, c'est un gourou. Alors on va revenir sur la pyramide de Maslow. Quand je parle de la pyramide de Maslow, c'est en fait, c'est un psychologue américain qui a été le premier à établir en fait les besoins de l'homme. Et il a classifié le besoin sous forme de cette pyramide-là. Il dit que au plus bas niveau de l'échelle, c'est les besoins physiologiques en fait. C'est les gens, besoin de respirer, besoin de manger et de faire toutes ces choses. Et la plupart des gens à travers le monde n'arrivent pas déjà à satisfaire ce besoin-là. Et d'après ce que lui, il a écrit, il dit que avant de passer à une autre étape de besoin, il faut d'abord satisfaire la première étape, qui est l'étape des besoins physiologiques. J'ai dit ici, c'est le besoin lié à la survie de l'espèce humaine. Donc comme respirer, se nourrir, dormir, se loger. Pour que les gens arrivent
à passer à d'autres étapes, il faut satisfaire des besoins qui sont là, des besoins de tous les jours. La deuxième dimension, c'est la dimension de besoin de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des gens déjà qui sont dans des situations tellement difficiles. Je prends un exemple des gens qui sont à l'est du Congo, qui vivent dans la peur dans tous les jours. Ici en Europe où nous vivons, les besoins de sécurité, c'est-à-dire que moi je vais mettre des alarmes partout et tout ça, parce que je veux la sécurité. Et je vais payer l'assurance pour ma voiture, parce que pour ma sécurité, si jamais il y a un accident, il y a la police qui surveille et tout ça, toutes ces choses-là. Nous, les besoins là, ça se fait sentir ici. Mais qui va te protéger dans un endroit où les gens viennent vous massacrer? C'est très difficile, n'est-ce pas? Donc il faut déjà ces conditions-là puissent se réunir. C'est-à-dire, les besoins primaires, on ne les a pas encore. Les besoins de sécurité, on ne les a pas. Les besoins sociaux ici, pour se marier, il y a des gens qui vivent dans des situations... Quand tu traverses une période, un pays qui traverse la guerre pendant 20 ans, 30 ans, tu penses vraiment que les gens, ils sont sous les balles tout le temps. Ils ne pensent même pas se marier, ils ne pensent pas à autre chose, quoi. Et après le besoin social, il y a les besoins d'estime. Dit que moi, Freddy, je suis le président de tel club et tout ça, le club des journalistes d'Irlande et tout ça. Donc, c'est ce besoin d'estime, de reconnaissance. Voilà. D'être président d'un groupe, d'appartenir à un groupe social dans une église et toutes ces choses et tout ça. Et en fait, à la dernière étape, il a parlé de besoin d'accomplissement. Et c'est en fait, c'est le socle de ce livre, en fait. Le besoin d'accomplissement, c'est-à-dire que quand j'ai dépassé déjà le niveau où j'ai pas besoin de tout ce qui est à manger, j'ai ma sécurité, sur le plan social, je suis bien. Maintenant, je cherche à aller plus loin, développer les potentiels que j'ai en moi. Et c'est là maintenant, c'est le besoin. Alors, ce pyramide ne concerne pas le pays des tiers-mondes. Non, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Mais le pays des tiers-mondes n'ont même pas, ils ne sont même pas au bas de l'échelle. Non, mais au niveau de leur, puisqu'on ne peut pas comparer, par exemple, un pays comme la Chine aux États-Unis. Les États-Unis ont connu leur essor économique pendant des années. Mais non, et pour les Africains, on peut commencer quelque part. C'est-à-dire que commencer d'abord par les moyens de base. Donner de l'eau, donner de la nourriture, permettre aux gens d'avoir une vie stable. Après, on commence à envoyer les enfants à l'école. On aura résolu le premier problème, puisque, en fait, pour que les pays développés arrivent au stade de besoin d'accomplissement, ils sont passés par là où nous sommes en Afrique encore. Vous avez parlé aussi des 3 types de personnalités. Ouais. Alors, on peut survoler sur ça. Ici, j'ai parlé des 3 types de personnalités. Pourquoi j'ai parlé des 3 types de personnalités? Je dis, il y a ceux qui provoquent les changements. Je donne un exemple simple. Au Congo, on a connu un certain Lumumba. Lumumba, c'était un homme ordinaire comme tout autre, mais il avait un plus en lui. C'est quelqu'un qui a voulu voir les changements arriver dans son pays. Il a pris le risque. C'est ceux qui provoquent les changements. Les gens comme les Lumumba, les gens comme les Laurent Désiré Kabila, c'est des gens qui ont révolutionné leur temps, en fait. Donc, quand on a, par exemple, les leaders comme les Malcolm X, les gens comme pour les droits civiques, comme le docteur Martin Luther King, c'est des gens, en fait, qui ont osé provoquer des changements dans leur génération, qui ont des répercussions. Jusqu'à maintenant, nous voyons Obama à la Maison-Blanche. Mais il y a des gens aussi qui observent les changements arriver et qui profitent et bougent avec les changements. Ça, c'est la deuxième catégorie. Donc, première catégorie, c'est ceux qui bousculent les choses. C'est ceux qui provoquent les changements. Deuxièmement, c'est ceux qui observent que les changements arrivent et ils profitent maintenant pour pouvoir évoluer avec les changements. Troisième, je dis, c'est des gens qui ignorent même que les changements arrivent. Il y a beaucoup de gens dans le monde ici, ils ignorent même que la télévision, il y a Sky, il y a tous ces réseaux, il y a des fibres optiques, il y a Internet et toutes ces choses. Ces gens-là ignorent. Et dans ce chapitre, quelque part, vous encouragez même ceux qui n'ont même pas fait les études. Mais moi, j'encourage tous ceux qui n'ont même pas fait les études. D'avoir un plan de développement. Si, certainement. Parce qu'en fait, comment vous pouvez avancer, comment vous pouvez évoluer si vous ne pouvez déjà pas imaginer un plan? C'est très important de pouvoir s'arrêter. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études, quelqu'un qui ne connaît rien sur... Moi, je te dis, les mamans qui... Moi, je connais des mamans maraîchères quand j'étais encore étudiant au Congo. Les mamans qui plantaient dans les jardins, ils planifiaient tout. Hein. Ils achetaient leur engrais chimiques, ils achetaient leurs grains pour planter. Ensuite, ils planifiaient, hein, ils attendaient la saison. Ils savaient que
dès le moment où on va commencer à planter, il y a telle saison, il y aura la pluie, il y a tout ça. Ils planifient. Alors pour ces mamans, elles n'ont pas besoin de... Ah non, ils ont besoin de coaching, ils ont besoin d'être encadrés en fait. En fait, je ne parle pas du coaching dans le sens où il faut considérer que c'est pour les managers des grandes entreprises. Non, non. À toutes les couches de la société, en fait, on peut être à n'importe quel niveau, on peut être encadré. En fait, si on peut considérer un coach comme quelqu'un qui encadre quelqu'un à pouvoir s'améliorer et pour faire plus par rapport à ce qu'il est et ce qu'il veut devenir. On va chuter avec ce livre, avec cet entretien. Mais alors là, ça sera pour que... comment bâtir un plan d'action? Ok. Je vais rapidement prendre... ici, je dis que, en fait, pour bâtir un plan de développement personnel, il faut d'abord commencer, comme j'ai dit ici dans la page 69, ici, je dis il faut une auto-évaluation. C'est-à-dire que, comment toi tu vas aller rencontrer quelqu'un pour t'aider, tu vas commencer d'abord à observer ta propre vie. C'est une sorte d'autocritique. Essayez de voir ce que tu as déjà accompli, où tu en es maintenant. Qu'est-ce que tu as et que tu n'arrives pas à exprimer, ou qu'est-ce que tu n'as pas et tu peux apprendre. Ça, c'est une sorte d'autocritique. C'est pour ça que j'ai dit une auto-évaluation. Évaluer ta vie depuis que tu as évolué jusque-là. Voilà, qu'est-ce que tu as fait? Quels sont les succès? Quels sont les échecs? Quels sont les obstacles, par exemple, qui n'ont pas permis? Par exemple, c'est l'environnement. Est-ce que c'est peut-être le manque d'argent pour aller étudier, pour faire telles études et tout ça? Il y a des gens qui rêvaient être médecins, mais ils n'ont pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc, une auto-évaluation, c'est très important. Deux, c'est la définition de vos objectifs. Une fois que vous avez évalué et vous avez compris que voilà, il y a tels obstacles, vous commencez par chercher d'abord vos points faibles. Quels sont mes points faibles? Je veux réussir dans tel domaine, mais je n'arrive pas puisque je n'ai pas de connaissances dans tel domaine. Il me manque telle chose. Ce sont des faiblesses. Et vous avez aussi des points forts. Qu'est-ce que je connais ou qu'est-ce que je sais faire plus que tout le monde? Il y a des journalistes qui sont excellents, mais qui ne peuvent pas faire certaines choses. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas ces capacités-là. Il y a des journalistes aussi qui sont excellents. Pourquoi? Puisqu'ils ont toutes ces capacités. La possibilité de pouvoir passer, par exemple, sur Internet, diffuser sur Congo Number One, tout ça, ce n'est pas donné à tous les journalistes. Mais c'est lui qui a commencé l'idée de créer, par exemple, des chaînes sur Internet et tout ça. Ça aussi, c'est un autre moyen. C'est-à-dire que faire un plan avec des objectifs. Dis, bon, voilà, moi, je vais commencer par ça. Je n'ai pas tous ces moyens-là, mais je peux commencer par ici, évoluer tout doucement. Et ça, c'est définir les objectifs. Qu'est-ce que je vais atteindre? Ensuite, l'établissement d'un plan d'action stratégique défini dans le temps. C'est-à-dire que moi, je dois me donner, par exemple, 1 an, 2 ans ou 3 ans. Je me dis, je vais évoluer, mais je sais que je n'ai pas tous les moyens ou je n'ai pas toutes les possibilités. Mais au fur et à mesure que j'évolue, à chaque étape, je fais déjà un pas de plus. Donc, il faut définir les objectifs et puis faire un plan étape par étape. Se donner, par exemple, d'ici 6 mois, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, 3 ans. Court terme, moyen terme et long terme. Voilà. Ensuite, à la fin, la révision des résultats. C'est-à-dire que quand je vais arriver au bout de 6 mois, court terme, 6 mois, 1 an, dans 1 an, je me suis dit que j'allais faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? À quelqu'un qui veut se découvrir, qui veut à tout prix développer sa vie professionnelle sur le plan spirituel, que diriez-vous? Je vais juste résumer ça dans la conclusion de mon livre ici à la fin. J'ai dit, en apprenant à découvrir, à exploiter et utiliser le potentiel que Dieu vous a donné, vous pouvez réellement et profondément améliorer votre vie et celle de ceux qui sont autour de vous. L'apport de l'aspect spirituel dans le développement personnel est essentiel dans la vie pratique. C'est-à-dire que quelqu'un, dans la Bible, nous avons dans Galates 5, 22, les fruits spirituels. Et dans les fruits spirituels, nous avons l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement l'amour de Dieu. Tu peux aimer ton travail. Tu aimes ton travail en tant que journaliste et tu voyages à travers le monde puisque tu aimes ton travail. L'amour, c'est un fruit spirituel. Tu vois que dans la vie pratique, si tu n'aimais pas ton travail, tu ne pouvais pas le faire. La patience, c'est-à-dire que même si je n'ai pas réussi aujourd'hui, je vais réussir. La patience me permet d'avoir une certaine persévérance dans tout ce que je suis en train de faire. La bonté. Et toutes ces choses-là, si vous lisez, vous allez voir que même tout ce qui est écrit dans la Bible, en fait, nous pouvons mettre ça dans la vie pratique. Et pour réussir dans tout ce que nous faisons. Donc, le livre ici ne veut pas dire qu'on veut former, bien sûr, pour aider les gens à devenir des millionnaires, mais pour permettre à quelqu'un, partir de là où il est, d'avancer, faire un pas, chaque fois un pas,
jusqu'à ce qu'il va atteindre ses objectifs. Est-ce que c'est... Voilà mon rêve. Ces livres, c'est votre vie professionnelle, c'est votre vie... C'est une... je sais Ouais, pas, moi je pense que ce livre c'est une sorte autobiographie. d'autobiographie aussi, Voilà. puisque moi je suis parti de plusieurs choses, je suis photographe professionnel, je suis vidéaste, je suis réalisateur, j'écris des scénarios pour des films qui ont été même diffusés à Kinshasa à l'occasion des chutes avec un ami Kensi Kamusengo que je salue ici. Je suis analyste programmeur, je suis webmaster, je suis coach en développement personnel, je suis père de famille, je suis pas pasteur, mais je prêche à l'église aussi. D'accord. Bientôt, là, ce livre sera sur Kinshasa. Ah, bien sûr, au bien Congo sûr, aussi. bien sûr. Alors, un petit mot de la fin, puisque nous allons terminer. Moi, je remercie Congo Number One pour cette opportunité. Je sais que si nous pouvons utiliser ce moyen, les sites internet qui sont à notre disposition, pour pouvoir donner aussi ce que nous avons en tant que Congolais d'origine, je tiens à dire que nous avons des capacités, le potentiel énorme ici à la diaspora. Et si nous pouvons mettre ça à la disposition de la communauté, ce sera vraiment quelque chose de J'espère bien. qu'à Kinshasa, le livre ne va pas coûter 15 euros. Hein. Donc ça sera au prix Abordable non, pour que le mouvement maraîcher auto aussi 10 puisse jours. s'en procurer. Ça sera auto 10 jours. Non, Ok. non. Donc ça sera à la portée de tout le monde. Ok. Ouais. Merci beaucoup à Monsieur Jean-Claude Angalou. Aujourd'hui, curieusement, nous n'avons pas de caméraman. Merci. Merci beaucoup à www.congonumber1.com. Merci à Maman Lise ainsi que Blaise Manzambi de Congo Number One. Je remercie aussi tous ceux qui ont l'habitude de suivre cette émission Une heure de qui. Je vais encore une fois de plus vous revoir dans cette émission peut-être une semaine ou 2 semaines après un plus long voyage encore, parce qu'on est tout le temps en déplacement. Oui. Donc la semaine prochaine déjà on sera sur Kinshasa avec Barbara Kanam que je salue en passant. Bon Et à la voyage prochaine. déjà.